salutations, personne de tout sexe, et bienvenue dans cette 12e édition des cours du soir. J'espère que tout le monde va bien. Alors je vois qu'aujourd'hui, je suis face à des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais peut-être que vous êtes ici en tant que spectateur fantôme. Je vais donc dans tous les cas revoir un petit peu les bases avec vous pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, si jamais c'est la première fois que vous êtes bien tout simplement spectateur de cette émission. Alors, le principe est relativement simple. Vous êtes ici pour découvrir des films que vous ne connaissez pas, des courts-métrages que vous ne connaissez pas. Alors après, des fois, ce sont des films d'amis à vous ou ce genre de choses, et donc vous les avez peut-être déjà vu passer, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais du moins, sur la base, ce sont des films que vous n'avez encore jamais vus et que vous allez découvrir un petit peu à l'aveugle. Ah, je vois que les gens arrivent. Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que ça va bien. Donc voilà, vous allez découvrir des films. Comme les personnes qui s'affichent, hop là, juste ici, vous avez possibilité de discuter. Pour cela, il suffit d'avoir un compte Twitch. Je vous rassure, c'est gratuit. Il suffit juste de se connecter sur Twitch avec un compte qui se fait très rapidement et ça vous permet de discuter en live. Quel est l'intérêt de la chose? Eh bien, tout simplement, ça va vous permettre de poser des questions directement aux réalisateurs ou aux réalisatrices qui présenteront leur film, si jamais vous en avez. Si jamais vous n'avez pas envie de poser de questions, que vous êtes juste là pour regarder, parce que c'est aussi le principe, sachez que vous n'avez pas besoin de compte Twitch. Vous pouvez tout simplement bien faire comme ce que vous êtes en train de faire là tout de suite, regarder sans poser de questions, sans discuter, et tout se passera bien. Voilà. Une dernière chose, si jamais vous avez envie, ça arrive, de soutenir le projet, vous pouvez également vous abonner à la chaîne à hauteur de 4 € par mois, je crois, sachant que vous pouvez annuler à tout moment. Ou alors, si jamais vous avez connecté votre compte Twitch à Prime Video, donc via Amazon, vous pouvez également vous abonner gratuitement. Voilà. Vous pouvez également faire des dons, c'est juste en dessous, il y a un lien qui permet de le faire. Voilà, ça permet de soutenir, mais ce n'est en rien obligatoire. Le principe reste avant tout de découvrir des films et rien de plus, si ce n'est de discuter avec les réalisateurs qui l'ont fait. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Si jamais il y a des questions sur le format, des incompréhensions, n'hésitez pas, posez-les. C'est le moment, parce qu'on va attendre encore un tout petit peu, et après, je lancerai le premier film de la soirée. Ce soir, nous passerons... Ah oui, effectivement, c'est une bien bonne question, verte mais aussi bleue. Ce soir, exceptionnellement, il n'y aura que 2 films, et non pas 3. Non pas parce que j'ai décidé d'en passer que 2, mais tout simplement parce que l'un d'entre eux a annulé sa venue hier, et trouver un autre film en 24 heures, c'était difficilement faisable. Donc ce soir, exceptionnellement, 2 films seulement. Et puis voilà, ça fera une petite soirée, c'est peut-être pas plus mal. Ça nous permettra potentiellement de dépasser un petit peu sur les entretiens, pas forcément se limiter à 30 minutes pile. On pourra se permettre de dépasser un petit peu parce qu'il n'y aura que 2 films. Et normalement, si tout se passe bien, dès la semaine prochaine, on reviendra à du 3 films par soir. Et rebonsoir. Donc c'était ce premier film. Nous allons maintenant recevoir Patrick Alves, le premier réalisateur de ce film qui va se joindre à nous d'ici quelques instants. En attendant, je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, tout simplement. N'hésitez pas à les poser. Attention, Patrick, pense bien à couper le stream de ton côté, sinon je vais m'entendre en double. Et ça va être compliqué. Hop. Voilà, c'est bon, je crois que ça a été fait. Je vous partage également en lien la page Sens Critique, si jamais vous avez envie de faire des retours sur le film ou d'aller le noter, c'est possible sur ce lien, si jamais vous avez Sens Critique. En tout cas, Patrick, n'oublie pas de relancer ta caméra aussi, sinon on ne va pas te voir. Hop, c'est tout bon. Et on va donc arriver à l'instant que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'instant où je me tais et où je vais te laisser la parole. Je vais te laisser te présenter, nous présenter un petit peu ton projet, et après ça, je vais te harceler de questions. Mais pour l'instant, la parole est tienne. D'accord, bonjour à tous. Alors pour me présenter en quelques mots, donc moi je suis donc Patrick Alves. Je suis sur Orléans, je suis en région centre. Et j'ai un parcours peut-être un petit peu atypique puisque j'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai fait des formations par le biais de la Maison du Film Court, qui s'appelle maintenant la Maison du Film à Paris. Des formations sur les métiers du cinéma, sur l'écriture d'un scénario, la réalisation.
Dernière formation là en date, c'est sur l'autoproduction, donc qui m'a servi pour ce projet d'ailleurs. Je pourrais peut-être en dire 2 mots après. Donc voilà, et parallèlement à cette activité cinématographique, j'ai une autre activité professionnelle. Je suis travailleur social. Donc j'ai une formation initiale d'éducateur spécialisé et aujourd'hui je dirige un établissement médico-social et donc du coup cette activité professionnelle c'est une grande source d'inspiration pour moi pour faire mes films parce que j'aime réaliser des films à thématique sociale. Des films voilà, sur des thèmes sociaux qui peuvent nous interroger, qui peuvent nous faire réfléchir, qui reflètent aussi notre société. Et j'aime raconter des histoires de vie. Alors, c'est des fictions, mais certaines fois, ça peut être issu d'une rencontre, et puis d'autres fois, c'est simplement le sujet que j'ai envie de traiter. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de ce qui est ma sensibilité aussi, c'est-à-dire le social, voilà, pour faire mes films. Ok, bah écoute, très bien. Merci pour cette introduction plutôt précise. On va donc passer eh bien, aux différentes questions. Avant que je pose les miennes, je vois qu'il y en a déjà deux dans le chat, donc je vais commencer par ça. La première étant, est-ce que c'est pas trop difficile d'aborder bah, justement ces différents sujets sensibles comme la différence d'âge, l'homosexualité, etc. Comment tu t'y es pris pour écrire la chose? Et je vais même développer un petit peu cette question. Comment tu as fait pour bah, éviter de dire des bêtises, pour vraiment parler du projet sans vexer personne? Comment tu as fait justement pour écrire sur ce sujet? Alors, en fait, vraiment le premier sujet que j'ai voulu aborder par ce film, c'est de traiter comment on peut être amené à refuser le bonheur, on va dire l'épanouissement personnel, à cause de la pression sociale, à cause du regard des autres. Et c'est par le biais de cette histoire entre Franck et Hugo que j'ai abordé cette thématique. Mais la première thématique de fond, c'est celle-ci. Alors après, effectivement, ce sujet, j'avais envie de l'aborder d'une façon, alors peut-être, j'espère, une façon qui n'a pas été trop abordée, c'est-à-dire à la fois un homme, Franck, qui donc ça lui tombe un peu dessus, c'est lié à cette rencontre d'Hugo auquel il s'attendait pas. Et on voit surtout après à quel point cette histoire-là eh bien, lui a laissé une plaie ouverte, puisque on voit à quel point ça aura un effet sur sa vie après avec Lucie. On voit qu'il va dans les mêmes lieux, qu'il fait les mêmes choses. Il a même appelé son fils Hugo. Enfin voilà, Hmm. on sent bien voilà qu'il y a une plaie ouverte qui est pas soignée. Donc c'était un peu voilà cette histoire-là que j'ai voulu raconter et du coup de l'aborder cette question peut-être j'espère sous un angle qui est pas trop utilisé, c'est-à-dire en plus avec la différence d'âge. Voilà, donc après j'ai été aussi accompagné, comme je vous l'avais dit, par la maison du film, qui a pu aussi m'aider à écrire ce scénario. Et j'espère qu'effectivement je l'ai écrit sans froisser personne, et voilà, tout j'espère en faisant aussi réfléchir un peu sur cette thématique. Ok, bah très bien. Je vois également Capitaine Poisson qui dit sur l'écran au début pourquoi ne pas avoir mis un fond vert pour mieux centrer le texte. Alors pour le coup, je me permets de répondre un tout petit peu à ta place. Le fond vert aurait pas vraiment aidé, je pense, à centrer le texte. Il aurait plus fallu faire peut-être une incrustation, enfin mettre le texte un petit peu en 3D pour le centrer un peu plus dans la télé. Voilà, c'était une petite remarque peut-être sur le texte dans la télé au départ, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à faire. Mais voilà, du coup, comment tu t'y es pris? Tu l'as mis directement au montage ou est-ce que tu es passé par After Effects ou, Non, ça s'est fait au montage, oui. Ok. Bah, si jamais tu utilises quoi par curiosité pour faire du Alors, montage? c'était Première. Première? C'était Première. Ok. Ouais. Bah, si jamais sur After Effects, ou même je crois qu'ils l'ont ajouté sur Premiere, tu as cette possibilité, tu te fais en fait une composition à part, et ensuite tu l'incrustes, ça s'appelle incrustation en 4 points. Et comme ça, en fait, tu vas mettre tes 4 points dans les coins de ton écran, et ça va te le centrer exactement en refaisant un petit peu la 3D de ton texte, et tu te compliques pas du tout la vie comme ça. Voilà, si jamais ça peut servir. Maintenant, je vais passer à mes questions à moi aussi, parce que j'en avais prévu quelques-unes de côté. Donc, tout d'abord, sur la musique, comment est-ce que tu as pensé à ta musique, ton thème qui repasse beaucoup au début, moins sur la fin, mais plus au début?
Alors en fait, pour la musique, mais en fait, comme pour le reste de l'équipe, j'ai recherché en fait donc là, des compositeurs qui étaient OK pour me céder leurs droits. Donc il y a eu pas mal de propositions, et en les écoutant, j'ai essayé de trouver des morceaux qui pouvaient correspondre au film. Au début du film, donc plutôt enjoué, puisque voilà, le début du film, ils partent en week-end amoureux, etc. Et puis, plus on avance dans le film, et plus effectivement, c'est des musiques plus douces et plus tristes. Et c'est des compositeurs vraiment voilà, que j'ai rencontrés, et que j'ai trouvé leurs morceaux vraiment que ça allait bien avec le film. Donc ça s'est fait comme ça. Ok, donc c'était des musiques qui existaient déjà, qui n'ont pas été faites pour le film, mais qui existaient déjà. Donc. Qui Ok. existaient déjà, et qui m'ont proposé pour le film. Ouais. Ok, super. Je vois également dans le chat que tu as une certaine Michelle, apparemment celle qui t'a aidé à faire la traduction en anglais de ton film, qui est là et qui te salue. Et qu'on salue Euh, également. Bah Euh, oui. je vais revenir aussi un petit peu sur ton film. Tu as fait ce choix d'avoir du présent et du flashback qui se mélangent un petit peu au début avant de vraiment se scinder entre guillemets en deux sur la fin avec un gros bout flashback et un gros bout présent. Euh, Est-ce que c'est une idée qui t'est venue dès l'écriture ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est vu au montage? Vous avez alterné? Comment tu as écrit cette chose? C'était dès l'écriture. Dès le départ, en fait, j'avais envie de montrer justement à quel point le passé avait une influence sur son présent. Et donc, je voulais vraiment aller du présent au flashback, et que ça s'entremêle. Des fois, on voit qu'effectivement, une scène démarre, par exemple, au présent et se termine au passé, ou inversement. Pour vraiment montrer à quel point voilà, à la fois le passé a des effets sur le présent, et en même temps, au départ, on peut peut-être, justement, les premiers flashbacks, peut-être qu'on est un petit peu perdu en se disant, mais là, quand il est sur le chat, qu'est-ce que ça vient faire là, etc. En fait, au départ, c'était aussi pour montrer le personnage dans sa tête, comment il est perdu aussi. C'est-à-dire que c'était pour refléter un peu l'esprit qu'il avait dans sa tête, de montrer que c'est un personnage voilà, qui sait plus trop où il en est. Et j'espère que par ce montage, c'est un peu l'effet qu'on a, surtout au Hmm. départ. Après, on se repère bien, mais au départ, on peut se demander ce que vient faire cette scène, quoi. Voilà. Oui, montrer qu'en gros son passé revient d'un coup avec ce coup d'épaule justement et que ça l'atteint directement assez fortement. Ouais. Ok, bah justement on va parler un petit peu plus de la relation de ces deux personnages. Alors, avant de venir sur enfin, sur ce sujet-là très précisément, pourquoi avoir choisi de terminer ton film ici sans réponse Est-ce que c'était pour laisser libre cours à chacun de se dire bah, vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Ou est-ce que c'était. Enfin, comment tu as pensé la chose? C'est ça, ouais, tout à fait, c'était volontaire, en me disant que chacun imaginait la fin en fonction de aussi son rapport à la pression sociale. C'est-à-dire que voilà, Hmm. chacun pourra dire bah, oh, bah moi j'y vais, moi non je reste, enfin, etc. Par rapport voilà, à cette thématique, c'était volontaire de se dire voilà, chacun. Alors, pour la petite anecdote, cette fin a eu plusieurs évolutions. C'est-à-dire qu'au départ, je l'avais écrit il sortait de la voiture, mais il était juste devant. Et puis après, on s'est dit non, s'il sort, ça veut dire que déjà il y va, quoi. Et donc du coup, après, il restait dans la voiture. Après, on est passé par la phase où il met la main sur la poignée. Puis finalement, pareil, s'il met la main sur la poignée, on imagine qu'il va l'ouvrir. Donc voilà, je suis passé par plusieurs stades au niveau de cette fin pour se dire vraiment, on reste au neutre, et à chacun d'imaginer la fin, quoi. Ouais. Ok. Ah, alors je me permets, je reviens sur une petite question qui turlupine quelqu'un sur le chat qui demande du coup, au final, il a pas fait sa demande en mariage, celle qu'il était venu faire à la base. Eh ben non, non, exactement, il l'a pas fait. Après, effectivement, est-ce qu'il va finalement rester et la faire plus tard, ou est-ce qu'il va vouloir achever quelque chose qui n'a pas été achevé 5 ans plus tôt? C'est la grande question. Voilà. Alors peut-être que ça mérite une suite, hein, peut-être. Voilà, mais voilà, pour l'instant, chacun imagine la fin. Très bien. Alors je vais revenir aussi sur deux moments qui se répondent un petit peu. C'est qu'il y a deux discussions de rupture, entre guillemets, qui se ressemblent. Celle qu'il a sur la plage et celle qu'il a dans la voiture où on ne sait pas comment ça va se passer. Et bah, je vais d'abord parler de celle sur la plage. Je trouve que tu as abordé des sujets qu'on avait rarement vus, pour le coup. Enfin, des sujets dans la discussion, je veux dire, qu'on avait rarement vus, notamment le fait qu'ils prennent quand même le temps de lui dire
Bah, est-ce que tu peux penser aussi au fait que moi, on va me voir comme un pervers qui sort avec un jeune? C'est vrai qu'en général, on se concentre un petit peu que sur le côté du jeune qui fait sa crise et hop, on rompt. Mais par contre, à l'inverse, je trouve que tu as abordé plein de sujets, mais pourquoi ne pas avoir pris encore plus de temps et avoir montré vraiment une longue discussion, un long débat entre ces deux-là, un peu plus posé qu'une simple discussion, parce que de ce qu'on voit, ça fait quand même 1 ou 2 ans qui se fréquentent. Et on a un peu l'impression que tout se termine un peu sur cette plage avec cette discussion où ils prennent pas vraiment le temps de peser les pour et le contre, quitte à quand même se séparer derrière. Donc comment tu as réfléchi à cette discussion? Quelles sont selon toi les choses qu'il fallait que tu abordes, les choses qui n'étaient pas nécessaires? Comment tu as pensé cette rupture? Disons peut-être, oui, peut-être que ça aurait mérité de s'attarder un peu plus. Là, l'idée, c'était vraiment en fait, la discussion de la veille au soir sur la plage, on voit que Hugo part un peu fâché, un peu froissé, et c'est là qu'il réalise qu'en fait, effectivement, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, et qu'il réalise que finalement, Franck, il franchira jamais le pas, quoi. Cette pression, le regard de l'autre, est trop fort pour lui, et donc du coup, il lui dit le lendemain en disant bon bah voilà, j'en ai marre, je pense que ça va s'arrêter là, et quand Franck essaye de le retenir, du coup il l'embrasse sur la Hmm. plage en disant bah écoute, si tu me retiens, ok, bah allons-y, quoi. Et finalement il le rejette parce que c'est trop fort pour lui, et c'est ce qui casse le truc, et qui dit bah je m'en vais, quoi. J'ai bien compris que ça n'aboutira jamais, et je préfère partir maintenant plutôt que de m'attacher trop, et voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même aussi ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même aussi ce petit truc il le fait quand même sur la plage devant Oui. tout le monde en faisant genre bah vas-y, je prends le choix pour toi, et c'est peut-être ça Oui. aussi qui le pousse à casser aussi vite, dans le sens où bah, il peut pas les faire sous ses propres conditions et ils ont pas eu le temps d'en parler. Et c'est vrai que cet aspect-là, on revient pas forcément dessus dans le film derrière. Est-ce que c'était parce que selon toi c'était déjà assez clair comme ça, il y avait pas besoin, vous saurez peut-être trop rallonger ton film aussi? Alors oui, en fait, c'est sûr que là déjà 28 minutes pour un court métrage, c'est déjà pas mal, hein. Hmm. Il y aurait d'autres choses. Oui, il y aurait eu d'autres choses, même après avec du recul. Peut-être qu'il y a, même dans la psychologie des personnages, il y aurait peut-être des choses encore plus à accentuer, peut-être encore plus. Mais c'est vrai que bon, il était déjà long, et puis bon, il y a probablement des choses qui étaient encore peut-être à affiner, certainement, mais là c'était pour vraiment montrer la rupture, et en fait le fait que ça soit aussi assez brutal, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas eu le temps d'en échanger plus que ça, c'est aussi peut-être ce qui fait que pour Franck ça n'a pas été réglé, c'est-à-dire Hmm. que ça s'est arrêté brutalement comme ça, et il reste avec cette plaie ouverte, et s'ils avaient eu plus le temps d'en discuter, etc., peut-être qu'il n'aurait pas ces séquelles-là, en fait, en même temps. Voilà. Ok. Et du coup, bah, deuxième rupture entre guillemets, parce qu'on ne sait pas la finalité de la chose, quand il est dans la voiture bah, avec sa potentielle future femme, pourquoi avoir choisi là cette fois-ci d'avoir une conversation relativement courte? Notamment, elle revient pas forcément sur le fait que, bah, au final, ils ont un enfant qui s'appelle comme cet ex en question. Enfin, toutes ces questions-là sont pas forcément à aborder. Pourquoi avoir fait ce choix du coup de pas pousser aussi cette conversation-là? En fait, là, c'est aussi entre guillemets le choc de l'annonce, hein, pour Lucie. Et puis en fait, ça se fait rapidement parce que on voit que non, Hugo, pardon, vient de rentrer dans sa voiture. On entend le moteur de la voiture. Et en fait, là, la question actuelle, c'est est-ce qu'il va y aller ou pas, en fait. Et pendant cette scène-là, on entend le moteur de la voiture d'Hugo. Il regarde du côté de la voiture, il regarde du côté de Lucie, et on sait pas trop. Et en fait, c'est pas forcément le moment aussi d'avoir un échange pendant 1 heure dans la voiture. Hmm. Et puis elle lui dit je veux pas te perdre. Enfin, en fait, en gros, elle essaye tout pour qu'il aille pas à la voiture avant que la voiture s'en aille, quoi. Et c'est plutôt ça dans cette scène-là. Ok, bah écoute, merci pour ces réponses. Je Je t'en reviens prie. également sur des questions qui arrivent sur le chat. J'ai Léami45 qui demande si un long métrage serait potentiellement envisagé sur le même thème. Alors non, c'est pas envisagé. Enfin, c'est pas envisagé, non. Après, oui, ça serait intéressant de le retravailler sur un long. Je pense qu'effectivement, il y aurait de quoi faire, mais non, non, là, c'est malheureusement pas d'actualité. Après, s'il y a un producteur qui regarde et qui est intéressé, pourquoi pas.
Ah bah, il y a un film comme ça qui aborde un peu le même sujet avec Timothée Chalamet, mais je n'arrive pas à me rappeler du nom, mais qui justement parle aussi de nos relations entre quelqu'un d'assez Call jeune Me, avec... Call Me by Your Name, Voilà, Call Me appelle-moi. By Your Name, effectivement. Mm. Et c'est vrai que... Mais tu as abordé quand même la chose assez différemment avec... je trouve que c'est intéressant parce que tu l'as abordé du point de vue inverse, un petit peu. Dans le sens où dans Oui. Call Me By Your Name, on suit le jeune et toute son histoire et de pourquoi il va pas pouvoir. Là où cette fois-ci, on suit la personne qui est adulte et qui en plus a déjà fait toute sa vie. Euh, Oui, c'est donc, ça, c'est-à-dire que dans beaucoup, enfin beaucoup, on parle souvent de ces adolescents qui doivent faire leur coming out, hmm, etc. Et voilà, avec ce que ça a comme incidence. Et c'est vrai que de par ce point de vue plutôt de Franck, c'est l'inverse en fait. Voilà, il est plus tout jeune, il a déjà une vie, il a déjà vécu, etc. Et il lui arrive cette histoire. C'est par cet angle-là que j'ai souhaité effectivement l'aborder. Ouais. Et justement, vu qu'on parle de ça, au final, le film parle très peu du coming out du personnage qui va, entre guillemets, comprendre qu'il est aussi attiré par les hommes, parce qu'au final, il est sur chatting.net, il rencontre cet homme-là, mais comme de manière amicale au début. Et après, la chose se fait, mais on n'a pas vraiment de moment où lui-même se pose la question de tiens, est-ce qu'au final, je suis attiré aussi par les hommes? Est-ce que c'était voulu de ton côté ou est-ce que c'était peut-être un manque de temps Non, en fait, c'était peut-être pour montrer que d'ailleurs après il va rencontrer Lucie, donc Hmm. c'est pour montrer aussi que effectivement c'est pas forcément c'était pas forcément une attirance au départ, mais que c'est la rencontre en fait. C'est la Hmm. rencontre qui a fait, voilà, il a eu beaucoup d'affection pour ce jeune et en fait une histoire est née et auquel il s'attendait pas. Mais après on voit qu'il rencontre derrière Lucie, qu'il a un enfant, etc. Donc c'est plutôt, j'ai voulu insister sur cette histoire d'amour et sur cette rencontre. C'est une rencontre plus qu'une attirance sexuelle ou voilà, ou une histoire de voilà de. C'est plutôt ça, c'était plutôt ça le Ok. but de... Non, mais très bien. J'ai Sirkios sur le chat qui demande justement comment tu as constitué ce casting. Et justement, vu qu'on parlait de, de cette rencontre, comment ça s'est passé au niveau comédien, au niveau de cette rencontre? Est-ce que c'est passé tout de suite? Est-ce que tu as pris les deux en même temps? Est-ce qu'ils se sont rencontrés sur le tournage? Enfin, comment vous avez fait pour créer Ouais. cette histoire? Alors, donc du coup, j'ai recherché en regardant des books, j'ai recherché des acteurs par rapport au profil de mes personnages, et j'ai fini par en rencontrer plusieurs et j'ai choisi ces deux-là. Ils se sont rencontrés, enfin moi je les ai rencontrés individuellement et après on a fait une séance de travail en fait avant le tournage. Où ils se sont rencontrés. On a fait, quand je dis une séance de travail, c'est plutôt une lecture. Enfin voilà, on n'a pas pour bien définir effectivement la psychologie des personnages, comment ce qu'on en attendait, etc. Donc ils ont eu une première rencontre avant et après il y a eu le tournage. Alors sachant qu'il y avait l'histoire du Covid et qu'il faut savoir que au moment où on devait le faire, le tournage, on a été confiné. Donc en fait, le film a été tourné 6 mois après à la date qui était prévue. Et 6 mois après, ou dans les 2 derniers jours, on s'est retrouvé à nouveau. Alors, c'était pas le confinement, c'était le couvre-feu. Hmm. Sur les derniers jours de tournage, on a eu chaud, quoi, parce que c'était compliqué. Donc effectivement, on avait arrêté une date. Heureusement, les acteurs principaux et puis les principaux de l'équipe technique ont pu être présents aussi. Sinon, pour d'autres, il a fallu que je retrouve d'autres techniciens qui n'étaient plus disponibles 6 mois après, quoi. Voilà. Ok. Et justement, en parlant des lieux de tournage, est-ce que ça n'a pas été trop galère? Parce que tu as quand même beaucoup de lieux différents, entre le bowling, les maisons, l'hôtel, le restaurant. Enfin, tu t'es fait la totale. Et comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé les lieux? Est-ce que ça n'a pas été trop cher? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça?
Alors justement, donc je parlais dans les formations que j'ai fait une formation sur l'autoproduction parce qu'en fait, donc une fois que le scénario a été écrit, j'ai cherché bien sûr à le faire produire par des maisons de production. Ça n'a pas abouti et donc du coup, on a créé une association dont je suis le président, donc à côté d'Orléans, qui s'appelle l'ASPAC. Et en fait, le but principal était de récupérer des fonds pour pouvoir autoproduire ce film. Et puis en fait, de fil en aiguille, on développe cette association pour vraiment faire la promotion du format court. On fait des événements aussi autour du court métrage, on fait un festival du court métrage, etc. Mais au départ, c'était vraiment pour l'autoproduire. Donc en fait, c'est vrai que j'avais un peu deux casquettes. J'avais aussi la casquette un peu côté Hmm. production, ce qui est quand même très Ce qui est pas, chronophage aussi. et Donc, puis ce qui est pas très facile en tant que réalisateur d'être également son propre producteur, parce ouais. que c'est à toi-même de te donner des limites. Donc, Ouais, 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 tout à fait. Alors après, ça a été une expérience très riche et très intéressante. Toutes ces démarches, voilà. Alors effectivement, de chercher les décors, de faire les repérages, de rechercher des partenaires aussi pour nous aider au financement, etc. Les autorisations de tournage, enfin. Ça a été beaucoup de travail. Après l'association, le fait d'être en association, bah, les autres membres de l'association ont été aussi d'une aide capitale, quoi. Ça a été vraiment important. Et donc du coup, effectivement, alors tout a été tourné. Quasiment tout a été tourné dans l'agglomération orléanaise, puisque moi je suis de là-bas, et tous les décors nous ont ouvert les portes gracieusement. Donc je leur en remercie encore. L'hôtel qui nous a laissé une suite pour le tournage, voilà, effectivement, le bowling, le restaurant, enfin voilà, tous les décors nous ont vraiment ouvert les portes comme ça, quoi. bah écoute, je prends note aussi, comme ça la prochaine fois que j'ai besoin d'un hôtel, je dirais que je ferai un tournage, ce sera peut-être moins cher que, que les soirées que j'ai actuellement. Euh, Est-ce que, alors je me demandais, ce que en revoyant le passage chatting.net, alors je passe un peu du coq à l'âne, mais en revoyant ce passage où il est en train de chatter avec des inconnus, est-ce que vous vous êtes fait plaisir sur les images que vous avez mis? Est-ce que c'est des membres de l'équipe technique que vous avez incrustés dans les vidéos, ou est-ce que c'était des choses qui étaient déjà écrites dès le tournage de ce que tu voulais mettre dans ces Alors, petites cases? si c'était écrit et ça a été des figurants Ok. qu'on a appris pour le film, hein. Alors les figurants, dans beaucoup de figurants, c'est des gens aussi qu'on connaît, voilà, qu'on a associés au projet. Mais c'était écrit, même les différentes personnes qu'il y a sur le chat, c'était écrit. Ouais. Ok. Et pour la pluie sur la plage, comment tu t'y es pris pour avoir ce... Parce que autant Alors sur c'est une pareil. voiture, c'est vrai qu'en général on se dit un jet d'eau et voilà, mais pour une plage, c'est quand même un peu plus compliqué. Pour la voiture, c'était ça, effectivement. Il y avait le jet d'eau. Et pour la plage, alors ça, c'est pareil. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Je leur remercie. Ça a été les pompiers, le SDIS 45, qui nous a accordé de venir avec un véhicule pour nous faire la pluie. Voilà. Ok. Ils le font jamais. Ils m'ont dit ils le font jamais. Là, je sais pas, ils ont accepté. Donc, bah, c'est vraiment un grand merci à eux Bah ouais, et puis au d'avoir final, en joué le plus, jeu. ça rend plutôt bien, enfin, pour le coup, donc c'est cool. Bah écoute, je vais en profiter, je vais poser deux questions que j'adore poser, parce Ah, que voilà. je trouve ça très intéressant à chaque fois les réponses qu'on peut avoir avec ça. La première étant, selon toi, maintenant que tu as terminé ton film et après l'avoir revu, quelle est la chose dont tu es le plus fier? Et si possible, quelle est, selon toi, l'originalité de ton film que tu retrouves pas ailleurs et que tu es content d'avoir réussi à mettre en œuvre? Alors, c'est compliqué d'être autocritique, hein, de se critiquer soi-même et C'est sûr. de. Mais c'est pour ça que j'insiste souvent là-dessus aussi. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Tu peux très bien me dire, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est on a super bien mangé ce jour-là. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais vraiment la chose dont tu es vraiment fier, toi, à titre personnel. Alors déjà, c'est d'avoir abouti. Déjà, parce que entre le moment où, parce qu'encore une fois, hein, comme je fais une autre activité à côté, le moment où j'ai commencé à écrire le premier mot et jusqu'au moment de la réalisation, il s'est passé 5 ans. Donc du coup, le fait voilà, c'est vraiment un projet. Une fois que ça aboutit, on est très content et très content du résultat aussi, d'avoir été accompagné par une équipe de professionnels vraiment superbe. Et donc ça, voilà, et puis
ce dont je suis le plus content. Après pour le reste, c'est plutôt aux spectateurs de dire si ça leur a plu ou pas, quoi. C'est Mais déjà sûr. d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir un résultat final qui, moi, je trouve, forcément, c'est mon bébé. Je vais pas dire qu'il est pas bien, mais voilà. Mais ça nous amène, cela dit, à la deuxième question, où cette fois-ci, à l'inverse, si tu devais t'auto-critiquer toi, est-ce qu'il y a une chose que tu regrettes un peu sur ce film, que tu aurais aimé faire différemment, ou même tout simplement que tu n'as pas aimé? Non, alors ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est peut-être que il y a la psychologie des personnages, peut-être que j'aurais pu encore aller encore plus en profondeur, mais sinon, non, non. Alors, une chose que je regrette au niveau du tournage, c'est que normalement il devait y avoir une scène supplémentaire, pour la petite anecdote, au parc d'attractions. Il y avait une autre, ils étaient tu sais, les genres de troncs d'arbres là qui descendent dans l'eau comme ça. Oui. Il devait y avoir une scène avec comme ça une GoPro qui les filme descendre et en fait au moment où on a voulu tourner, l'attraction est tombée en panne. Donc on n'a pas pu la faire. Donc ça a été peut-être une petite déception quand même de se dire. Voilà, après, effectivement, quand on regarde le film, on ne sait pas qu'il y Hmm. avait une autre scène décrite, mais pour moi, c'est vrai que je me dis que ça aurait fait de belles images aussi. C'est les deux personnages qui sont ensemble dans cette attraction. Et cette scène devait ajouter quoi? Un dialogue en plus, ou juste le simple fait qu'ils soient vraiment, qu'ils puissent être ensemble et profiter de quelque chose sans regard des autres, peut-être? Ouais, c'est ça, et d'accentuer encore sur cette complicité, parce qu'encore une fois, ce qui est important dans cette histoire, c'est la rencontre et de se dire que c'était une vraie histoire d'amour et pas une histoire une histoire entre guillemets de cul. Enfin voilà, Hmm. donc du coup de montrer leur complicité, que vraiment quelque chose s'était créé entre eux, c'était aussi ce qui était important, quoi. Donc on le voit dans d'autres scènes, Hmm. mais celle-ci, elle aurait rajouté encore à à ce sentiment. Bah, d'autres scènes, et même moi, il y a quelque chose que j'ai surtout revu au deuxième visionnage, et je me permets du coup de le mettre en lumière au cas où, et que j'ai trouvé plutôt réussi, c'est que on a deux fois cette même scène où il s'apprête à coucher avec son ou sa partenaire, et que tu as tourné exactement de la même manière, avec d'abord le regard sur lui, puis les lèvres du partenaire, puis les deux, et enfin les mains qui se joignent. Et le fait que tu aies fait exactement la même chose pour les deux montre que vraiment l'amour qu'il a pour les deux, c'est la même chose, et qu'il voit pas de différence. Et j'ai trouvé qu'en 4 plans, tu avais réussi à bien résumer cette sensation-là, et c'était Bah, plutôt merci. réussi. Merci, oui, c'était ce but-là, vraiment. Je voulais exactement les mêmes plans, voilà, effectivement, à ces deux moments, ouais, tout à fait, ouais. Ok, bah écoute, parfait. De mon côté, je crois que j'arrive à peu près au terme des questions que j'avais. S'il y en a d'autres dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Et j'en profite, je pose un petit peu une question aussi pour moi, parce que tu disais que justement, en plus, tu es en train d'essayer de mettre en valeur des courts-métrages aussi de ton côté avec ton association. Est-ce que tu connaissais déjà la plateforme Twitch? Est-ce que tu penses que c'est viable à montrer aussi de futurs projets? Ou est-ce que après cette soirée-là, tu as peut-être des réticences par rapport au format? Non, alors pour tout avouer, non, je crois que je suis jamais allé sur Twitch, donc c'est Ok. l'occasion. Mais après, je trouve ça, voilà, même cette démarche-là, je la trouve hyper intéressante et puisque moi, enfin, ça va dans l'esprit aussi de notre association qui est de promouvoir le format court et éventuellement de le faire découvrir à un public qui ne connaît pas. Donc moi, toutes ces initiatives-là, je trouve ça très intéressant. Donc non, j'adhère plutôt à ça. Ouais. C'est pour ça que je suis là aussi ce soir. Donc, ouais, ouais. Ok, bah écoute, c'est avec grand plaisir que je t'accueille et que je t'accueillerai avec de nouveaux projets si tu en as. C'est avec Ouais. grand plaisir. Si, une autre question, c'est vrai que je ne t'ai pas posé, on a abordé très vite le sujet mais sans forcément mettre le doigt dessus. Au niveau de la durée de ton film, est-ce que c'était quelque chose que tu avais prévu à la base? Tu t'étais dit moins de 30 minutes, ou est-ce que tu as vraiment laissé libre cours à ton imagination et tu t'es dit on verra bien à quoi ça ressemble au final? Je l'avais à peu près, je m'étais dit à peu près 25 minutes. Voilà, 25 minutes. Donc là, on est à 28. Et s'il y avait eu la scène supplémentaire, on aurait même dépassé peut-être les 30 minutes. Donc ça a été un petit peu, voilà, quelques minutes près, un peu plus que ce que j'avais prévu. Mais j'avais prévu autour de 25 minutes, ouais, à peu près. Ouais. Ok, très bien. Eh ben écoute, de mon côté, je crois que j'ai fait le tour. Je vais donc te poser la question fatidique quand même
Avant de te laisser, est-ce que tu acceptes qu'il y ait une rediffusion de cet entretien ou est-ce que tu préfères éviter? Non, avec plaisir, il n'y a pas de souci, pas Ok. de problème. Eh ben, écoute, c'était avec grand plaisir en tout cas et je te remercie d'avoir fait le déplacement ce soir et Merci à d'avoir été toi. là pour présenter ton film. C'était très gentil. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, Et puis, longue vie à ton émission. merci beaucoup. Et puis bah peut-être à une prochaine, j'espère. Ça marche. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, merci. Au revoir. Salut. Et rebonsoir, je vais maintenant être accompagné du second réalisateur, Benjamin, qui va se joindre à moi d'ici quelques instants. En attendant, encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer, je les mettrai de côté pour lui poser. Je vous mets également en lien la page Sens Critique de ce court-métrage, si jamais vous voulez aller y jeter un œil et donner votre avis également sur cette plateforme. En attendant, eh bien, du coup, Benjamin, je vois que tu m'as rejoint. N'hésite pas à mettre ton micro et ta caméra. Yes. Ah, parfait, je t'entends. Et bientôt, je vais te voir. Attention, la magie du Hop. cinéma. C'est Voilà. parti. Eh bien, écoute, je me tais, je te laisse te présenter, nous présenter un petit peu ton projet. Et après, je te poserai toutes les questions que j'ai en stock pour toi et que le chat te pose. Ça marche. Mais écoute, donc voilà, je m'appelle Benjamin Maublanc. Moi, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle 3IS, et c'est à l'issue en fait de cette formation de 3 ans que j'ai été amené à réaliser ce film, qui donc est un film de fin d'études qui met fin en fait à un parcours d'études en réalisation fiction au sein de 3IS. Avec du coup une quarantaine d'étudiants de plein de secteurs différents, que ça aille, puisque c'est tous les étudiants en fait, toutes les filières de l'école en fait participent aux créations des films. Donc ça peut aller du montage à la filière image, à la filière son, etc., pour pouvoir monter une équipe, également avec des intervenants extérieurs, des personnes qui n'étaient pas au sein de l'école, parce qu'il y a des compétences qui sont pas pourvues par l'école, comme un compositeur, comme une chef décoratrice, etc. Donc ça, on est aussi allé chercher des gens un peu de tous horizons pour composer cette équipe des Robinson, quasiment une cinquantaine de personnes qui se sont réunies et pour une partie quasiment pendant 1 an de travail pour aboutir à ce film-là. Ok, bah écoute, très bien. Et bonjour à toi, écrivain Romain, qui me follow à l'instant. C'est fort généreux de ta part, merci d'être là. Et d'ailleurs, j'en profite parce que écrivain Romain pose une question qui est: comment voit-on le court-métrage? Donc là, il vient de passer, donc hélas, il n'y aura pas de rediffusion là-dessus. Mais est-ce que de ton côté, il y a moyen de le voir ou est-ce que pour le moment, il est Ouais. encore en secret? Bah en fait, il se trouve, je pense que je fais figure d'exception vis-à-vis de tes soirées. Je pense que tu diffuses souvent des films qui sont encore en circuit de Pas festival. toujours, vraiment, il y a de tout. J'ai eu des films de Ouais. 2014, j'ai eu j'ai de tout. Bah, en l'occurrence, le film est disponible publiquement, visible en ligne depuis maintenant quasiment 1 mois, tout simplement sur ma chaîne Vimeo. Donc si vous tapez Robinson les amoureux sauvages, normalement sur Google, vous devriez tomber dessus assez facilement. Ok, et puis Et dans donc, tous puis les dans tous les cas, il y a cas, mon site internet voilà. benjaminmaublanc.com.fr. Voilà. Et tous ces liens seront dans la rediffusion, demain. Il y aura tous ces liens pour pouvoir revoir le film. Dans tout cas, tu me les avais envoyés, les liens, si je ne m'abuse. Ouais. Donc tout sera mis en description. Donc voilà. Écrivain Romain, si tu as envie de revoir le film, ce sera fait. Et sinon, rappelez-le-moi à la fin de la séance. Je vous enverrai aussi les liens tout de suite là dans le chat. Comme ça, vous aurez accès à tout ça. Ok. Et ben écoute, on va donc passer aux questions. Alors je vois Capitaine Poisson qui nous dit super, est-ce que c'était pas trop dur de travailler avec des acteurs jeunes? Forcément, c'est un défi qu'on prend en compte dès le départ de la production d'un film comme celui-là. Comme je l'ai dit, donc c'est un film de fin d'études, donc il est fait dans un cadre, je dirais officiellement scolaire. Ça implique aussi du coup qu'il faut pouvoir faire valider ce projet du point de vue des différents référents de l'école et des décisionnaires qui valident en fait la faisabilité d'un projet comme celui-là. Et c'est évident que quand on est arrivé avec François Théillon, donc, qui a écrit le film avec moi, devant les 10 référents en leur parlant d'un film tourné en grande partie en extérieur, pour partie de nuit et avec 2 jeunes de 13 ans, voilà, il fallait pouvoir tenir le choc.
fort heureusement, en fait, on a montré qu'on était suffisamment préparé et que notre projet était suffisamment carré pour donner confiance, et donc ça a pu se faire. Donc voilà, déjà, de ce point de vue-là, il y avait un petit défi. Et après, dans l'exécution, forcément, parce que ça implique des choses, ne serait-ce qu'au niveau du temps de tournage, parce que comme on tourne avec des acteurs mineurs, alors on n'est pas dans un cadre professionnel, avec une production où tout le monde est salarié et tout, donc théoriquement, on pourrait se permettre des petites incartades, mais nous, on a joué le jeu et on a respecté, en tout cas, ce qui doit se faire vis-à-vis des acteurs mineurs, c'est-à-dire un temps de tournage de 6 heures maximum par jour. Sachant que c'est même pas vraiment un temps de tournage, en fait, entre le moment d'arrivée sur le plateau et le moment de fin où on arrête de les faire travailler, ça doit représenter 6 heures maximum par jour. Donc contrairement à des journées de tournage habituelles qui sont plutôt autour de 8 heures avec des acteurs majeurs. Donc voilà, déjà ça fait 2 heures en moins, donc ça oblige avoir un peu ça en tête aussi vis-à-vis de la logistique quand on s'organise et quand on fait ses plans de travail pour les différentes journées de travail. Et après, c'est pas quelque chose qui m'a inquiété, parce que c'est au contraire, moi je dirais que j'ai un passif avec des films, avec des acteurs jeunes ou enfants que j'aime beaucoup, et donc c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup, et je pense aussi que c'est difficile de parler de choses qui nous concernent pas, qui sont trop lointaines, et j'avais pas envie de faire des plans sur la comète d'un film avec des acteurs qui ont 30, 40 ans, ou que sais-je, qui seraient très loin de mes préoccupations à moi en tant que jeune de 27 ans et 25 au moment du film. Et du coup, je me suis dit, je vais parler de choses que je connais, en fait. Et donc prendre en plus un souvenir personnel et essayer de l'adapter et de l'enjoliver pour en faire une histoire qui soit cool à montrer à l'écran. Et du coup, donc voilà pourquoi des personnages de 13 ans. Et après, en plus, moi j'ai un passif d'animateur en centre de loisirs. J'ai fait pas mal d'animations, donc c'est vrai que le public jeune, c'est pas quelque chose qui m'effraie particulièrement. Au contraire, je suis plutôt à l'aise avec ce public. Donc, et en plus de ça, on avait un super coach enfant, qui donc était en plus le co-auteur, donc François Teillon, qui a suivi pendant tout le tournage les 2 jeunes acteurs et qui les a épaulés, qui s'est occupé d'eux tout le long du tournage. Et ça, c'est vrai que c'était aussi essentiel pour le bon déroulement du film. Ok, et donc tu disais que c'était inspiré d'une histoire personnelle, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est aussi des choses que nos professeurs nous ont encouragés à faire, qui étaient d'essayer de s'inspirer à la fois du réel et d'expériences personnelles, et d'essayer de chercher des choses qui font écho assez fortement en nous pour pouvoir les porter à l'écran. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je me suis inspiré d'un souvenir personnel. C'est pas une adaptation fidèle, mais tout simplement, en fait, moi, quand j'ai passé toute mon enfance dans le Jura, en fait, jusqu'à mes 11 ans. Et en fait, à mes 11 ans, j'ai dû déménager, puisque j'habitais seul avec ma mère, et on a dû déménager pour son travail. Et donc à ce moment-là, j'ai dû laisser derrière moi tous les paysages que je connaissais, tous mes amis, et y compris une jeune fille avec qui j'étais certainement plus qu'ami. En tout cas, j'avais certainement des émotions qui allaient au-delà de l'amitié. Et donc c'était un moment un peu compliqué. Et donc c'est aussi là-dessus qu'est basée en fait cette histoire, avec la nécessité du déménagement, et donc de tout laisser derrière soi, avec la différence que lui réalise certainement un peu le rêve et voire le fantasme qu'on aimerait tous dans ce genre de cas de figure, ce qui n'est évidemment pas arrivé dans la vraie vie, mais voilà, c'était un peu répondre à cette espèce de rêve d'enfant à travers ce film, quoi. Ok. Et donc tu as choisi aussi de te mettre toutes les contraintes de ton côté en tournant de nuit. Et comment ça s'est passé à ce niveau-là? Tourner de nuit, puis il y a tourner de nuit, puis il y a tourner de nuit au milieu de la forêt, sans accès à l'électricité. Enfin voilà, disons que vraiment, il y a une sorte d'accumulation vis-à-vis de ce genre de choses. Évidemment, déjà du point de vue de l'équipe technique et de la faisabilité, ça nécessite de s'organiser avec des groupes électrogènes, avec la plupart du matériel, en tout cas qu'on embarque avec nous, qui est capable aussi de fonctionner sur batterie. Donc ça ajoute aussi des contraintes, parce que on est un projet d'école, donc certes l'école nous fournit une partie du matos, et en plus on a levé un petit budget qui nous a permis de compléter en partie cette liste de matériel déjà existante, mais même comme ça on n'a pas les moyens d'un film produit, voilà. Et donc c'est vrai que quand on tourne de nuit dans une forêt, ne serait-ce qu'au niveau des projecteurs qu'on a la possibilité d'avoir, ça nous a compliqué la tâche, parce que voilà, c'était impossible pour nous d'éclairer des parcelles de forêt énormes, donc on était obligé, au contraire, en fait, je pense que la zone la plus large qu'on ait éclairée dans la forêt, ça doit être ce plan où ils descendent pour arriver jusqu'à l'ouverture de la grotte.
Et là, on avait quasiment, enfin, on devait avoir peut-être tous nos projecteurs devaient être sortis, je pense, ce jour-là. Donc voilà, c'était un vrai défi vis-à-vis d'arriver à voir le résultat escompté. D'autant qu'en plus, moi, j'espérais une lumière, enfin, une nuit un peu bleutée. Mm. Qu'on a partiellement réussi à voir à certains endroits, mais la majorité du temps, c'est pas le cas, précisément parce qu'on n'a pas eu le matériel nécessaire pour pouvoir le faire, en fait, déjà ne serait-ce que financièrement parlant. Ajouter à ça le fait que, évidemment, la seule semaine où on a tourné était la semaine où il n'y avait pas de lune. Donc Sinon, toutes les nuits c'est pas se drôle. sont faites dans une nuit noire complète. Si on pouvait avoir un petit joker avec la lune de temps en temps. Non, non, non. Mais du coup, quand tu dis que t'as pas eu cette nuit bleutée, vous aviez pas moyen de tricher sur la balance des blancs avec des filtres et tout ça pour avoir cette sensation de nuit Le bleutée? problème de la balance des blancs, c'est que voilà, ça te colorise, enfin, ça colorise toute l'image, c'est-à-dire qu'y compris la peau des comédiens, y compris tout ça. Donc c'est un truc après à l'étalonnage, c'est sans fin. Et puis de toute façon, à partir du moment où la nuit elle est noire profonde, Mm. on n'en ressort pas un bleu de nuit américaine ou un truc comme ça. Ouais. Tu vois, il y a tellement pas d'informations en fait et je pense que ça se voit notamment avec le plan où ils sont tous les deux en train de marcher avec les lampes torches au loin, on voit juste deux petites loupiottes sur un chemin. Typiquement, ça c'est un plan où on n'avait absolument pas les moyens d'éclairer ça. Ouais. Mais après, ça donne aussi un truc, c'est-à-dire qu'on a joué aussi avec ces contraintes pour créer une atmosphère qui était peut-être pas à 100% celle qu'on escomptait, mais en tout cas, on a profité de ça pour en tirer le maximum qu'on pouvait avec les contraintes dans lesquelles on était, et y compris la pluie sur la gueule aussi, parce que Mais est-ce que... pendant la semaine de tournage, on a eu la flotte. Eh ben, je vois que Troen Félicis résume un petit peu les contraintes que tu avais entre nuit, forêt, automne, humidité, pluie, du coup, on peut rajouter. Ouais. Acteur et enfant, c'est vrai que acteur enfant, Puis, tu t'es fait pas mal puis de choses. le film, du coup, en est impacté. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail de montage. Enfin, pour se donner un ordre d'idée, en fait, les 2 premières minutes du film, je pense que c'est 5 séquences mélangées. D'accord. C'est-à-dire que les 2 premières minutes du film n'ont pas grand-chose à voir, théoriquement, avec ce que devait être le début du film à la base. Et en fait, c'est 5 séquences qui ont été impactées par ces problèmes, notamment la pluie. Et les difficultés de changement de décor, également de nuit, avec des conditions météorologiques compliquées, qui ont fait que sur le montage final, en fait, les 5 premières séquences en fait, ont été mélangées d'une certaine manière en une seule, un peu organique, qui a donné tout ce début de film jusqu'à ce plan d'arrivée à la grotte. Mais tout ce début-là, en fait, est un espèce de patchwork de plusieurs choses qui auraient dû être prévues séparément et qui ont été recréées. Il y a eu un énorme travail de montage qui a été effectué par les 2 monteurs, de Romain et Indy, qui ont travaillé sur ce film et qui ont bossé pendant un mois dessus, et qui ont réécrit beaucoup le film aussi au montage. Avec moi, j'étais là aussi tout le temps, mais voilà, c'était un vrai travail en profondeur, quoi. Ok, mais je reviens d'ailleurs sur ce que tu disais sur cette couleur bleutée. Est-ce que tu penses qu'au final, ça aurait pas... comment dire ça? Est-ce qu'au final, tu penses pas que ça aurait porté préjudice à ta scène, justement, avec tous ces reflets bleus créés par la peinture? Si on avait déjà eu tout ce bleu au début du film, est-ce que ça aurait pas atténué peut-être l'effet de cette scène qui ajoute ce côté Ouais, magique je sais via pas. la couleur Après, voilà, quand je dis bleuté, je parle pas d'un bleu. Oui, Tu vois. ouais, je me doute bien. Disons, au-delà de la nuit bleutée, c'était surtout une nuit, un peu plus, où on voit un peu plus Ouais, de choses, un peu plus de quelque chose de forêt. plus visible, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que du coup, notre forêt, on la devine beaucoup, Hmm. mais c'est vrai qu'on a été limité énormément, on n'a pas tant pu la filmer que ce que j'aurais aimé. Mais justement, pour revenir sur cette forêt, j'ai remarqué un truc là, pendant ce nouveau visionnage, c'est que, alors je sais pas si c'est voulu ou pas, mais on voit des déchets dans la forêt qu'à la toute fin. Qu'au moment où ils sont retrouvés, tout le reste du temps, on a une forêt qui est très clean, qui est très propre, Immaculé, ouais. par contre, il y a beaucoup de déchets, mais sur cette fin, Ouais. est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu et fait sur le tournage Totalement, ou... ouais. Ouais, totalement. Ouais. Ah oui, il y avait rien, hein. Tout était immaculé. Pareil, c'était une zone de déforestation, mais c'était propre. Alors il y a deux choses à ça. La première chose, c'est que pendant tout le long du film, jusqu'au moment où le jour se lève, je considère qu'on est dans une forme de fantaisie de l'enfance, et que le regard en fait qu'on a est en grande partie, c'est même celui des enfants. D'où le fait qu'on ne Et voit donc, pas les parents avant ça, quoi.
C'est ça. Et du coup, donc, on est dans leur monde, on est avec eux et on voit avec leurs yeux, y compris des choses qui sont absolument irréalistes, temporellement, et ne serait-ce que cette fresque qui s'illumine et tout ça. Voilà, c'est la fantaisie de l'enfance qui parle à ce moment-là et dans ce moment charnière de passage vers l'adolescence. Et la deuxième chose, c'est du coup qui donne ce point de rupture en fait au moment du lever du jour où justement on a une forêt qui est beaucoup plus froide, crue, enfin réaliste, mais et en même temps un peu triste avec cette espèce de marque de l'homme qui est un peu omniprésente. Et pourquoi ? Parce qu'en fait nous quand on a fait les repérages du film, on les a fait excessivement tôt, en même temps que l'écriture en fait. Dès que l'écriture a commencé, on a commencé à se balader en Yvelines puisque l'école est basée en Yvelines et nous on habitait là-bas à ce moment-là. Et donc après, même si on a tourné à plusieurs endroits de l'Île-de-France, l'Yvelines a quand même pas mal teinté, les Yvelines ont quand même pas mal teinté le film. Et on est tombé en fait lors d'un repérage sur une zone dans laquelle l'ONF était en train de couper des arbres. Et en fait, on a découvert une zone qui était un peu un charnier boisé avec des bidons d'huile pour moteur de tronçonneuse par-ci par-là, des gants d'ouvriers laissés dans un coin. Vraiment une espèce de sensation un peu malsaine de on vient couper des arbres et en plus on laisse des bidons quoi. Ok, Et c'est ce truc-là qui nous a marqué à l'écriture et qu'on a essayé de retranscrire dans cette séquence finale. très bien. Je vois également Verte mais aussi Bleu qui posait la question pourquoi ce choix de titre Amoureux sauvage? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des. Après, moi, comment dire. Quand il s'agit d'un titre, je cherche pas forcément à ce qu'il ait une signification extrêmement pragmatique. J'attends déjà qu'il sonne et qu'il ait l'ambiance du film en lui-même. Et moi, je voulais faire de ce film un film d'aventure. Je voulais faire un film de romance, mais aussi un film d'aventure, dans lequel, un peu à la manière de Stand By Me, on voyage avec des gosses sur... là, c'est pas une voie ferrée, du coup, mais voilà. L'idée est un peu la même. Du coup, ce principe de l'aventure, donc d'où le Robinson, qui pour moi est l'image la plus pure du principe d'aventure, et qui réfléchissait bien ce côté de deux gamins qui arrivent là et qui vont s'installer dans une grotte et vivent là une nuit. Et ce côté un peu, finalement, la forêt, c'est un peu leur île déserte à eux. Et les amoureux sauvages, simplement, c'est une histoire d'amour. Et le sauvage, justement, pour ce côté un peu de retour primaire à ces deux enfants avec des torches enflammées à la fin, qui partent quand même de torches électriques pour se retrouver avec des flammes dans les mains, à peindre avec leurs doigts sur de la roche. Enfin voilà, il y avait vraiment ce côté primaire et de retour à l'homme sauvage en fait, d'une certaine façon, et aussi un peu ce qu'il y a dans Sa Majesté des Mouches, tu vois, ce côté primaire de l'enfant et presque animal quoi. Ok, et justement au niveau de cette peinture, je me demandais, déjà combien de temps ça vous a pris de faire les peintures sur le mur? Et est-ce que c'est quelque chose qui a été... Enfin, est-ce qu'il y a une signification derrière ces dessins? Est-ce que ça a été fait par un artiste? Enfin, comment vous y êtes pris? Et est-ce qu'il y avait une signification derrière les dessins particulièrement? Ouais. Alors déjà donc c'est la chef décoratrice qui a supervisé la création de cette fresque, donc Anna Le Toer, Ok. qui s'est basée en grande partie sur un travail que j'avais fait en amont sur le mood board du film. Le mood board qui est un document en fait de travail qui en plusieurs pages donne à voir toutes les ambitions visuelles d'un film, et donc là il y avait un mood board qui avait été créé en amont et donc dans lequel je m'étais moi amusé à faire déjà des recherches esthétiques et de petits pictos, de petits visuels assez simples et assez enfantins, dont j'ai tiré une partie en me basant sur Wolf Walker, un film d'animation qui a été réalisé par Cartoon Saloon et qui en France est en train de sortir sous le nom de Peuple Loup. Et au moment où au moment où je travaillais sur la pré-production de Robinson, ils étaient encore en production eux. Le film n'était pas fini et ils avaient déjà posté un premier trailer dans lequel il y avait une grotte aussi comme ça qui était recouverte de petits dessins, et donc ça m'a vraiment marqué, mélangé avec l'image que j'avais indélébile de Atlantis de Disney, avec cette lumière bleue qui s'illumine, donc les deux ont fait crossover et ça a donné un peu cette intention, ça a donné totalement cette intention là. Et il n'y a pas de signification particulière au dessin, de sens caché dans la fresque ou quoi, en fait c'est vraiment c'est une fresque avec des dessins que des enfants ont fait, comme s'ils avaient pris possession de cette grotte et qu'ils l'avaient illuminée en fait. C'est-à-dire qu'elle passe de grotte inanimée à quelque chose de magique parce qu'ils sont là.
Ok. et parce qu'ils vivent ce qu'ils vivent dedans ensemble, quoi. Et du coup, d'ailleurs, justement, cette grotte, comment tu l'as trouvée et comment ça s'est passé parce qu'elle est quand même plutôt cool, quoi. Enfin, c'est vraiment une vraie grotte. Et pour le coup, Et il n'y a pas c'en de est pas une. tag. Et il n'y a C'est pas de pas une tag grotte. dedans. Et Ah, il y avait des tags. ah, C'est pas une grotte et il y avait des tags. En fait, c'est une carrière. C'est une champignon-aire, pour être exact. ok. C'est-à-dire que c'est des carrières qui servaient à faire pousser des champignons, en partie, je crois, carrière de pierre, puis devenu champignon-aire, puis maintenant, en fait, qui est un lieu privé qui appartient à quelqu'un, en fait, qui en est le propriétaire. Et il se trouve qu'en fait, l'année d'avant, ou l'année encore avant, je sais plus, un film de fin d'études également de 3IS avait eu l'occasion de tourner dedans, mais pour un film radicalement différent. C'était un film avec un PTSD, un syndrome post-traumatique d'un Hmm. mec qui revenait de la guerre et qui se revoyait un peu façon affrontant les talibans dans des grottes, machin. Et donc il y avait des scènes de flashback qui étaient tournées là-dedans. Et donc en fait, l'un de nos intervenants qui nous suivait sur l'écriture du film nous a recommandé en fait ce décor puisqu'on cherchait une grotte, puisqu'il avait eu l'occasion lui de le visiter aussi pour ça. Et du coup, en fait, on a contacté le propriétaire qui était un amour et qui nous a permis de tourner dans des conditions super, en fait, pour un prix vraiment modique, étant donné qu'on était une production étudiante. Et du coup, en fait, on a eu en fait, ce qui s'apparente plus à une espèce de fin de couloir dont on s'est passé de tourner le quatrième mur. En fait, c'est-à-dire on a imaginé le quatrième mur à un autre endroit. Donc en fait, c'est relativement trois murs qui sont la fin d'un couloir. Et derrière, en fait, il y avait la suite du couloir. Et donc on a tourné le quatrième mur qui ne pouvait pas être tourné ailleurs. Ok. Pour leur arriver, notamment quand on les voit arriver dans la cavité. Et pour ce qui est de l'extérieur, ça c'est à un autre endroit, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est dans une autre ville. Et en l'occurrence, il y a vraiment une petite grotte à l'intérieur, mais elle est ridicule, elle est toute petite, elle doit faire 1m50 sur 1m50, on peut y rentrer à quatre pattes. Et il y a d'ailleurs des marques de premiers hommes à l'intérieur, dans cette D'accord. petite grotte-là. Donc c'était assez marrant. Mais à part les deux acteurs, personne ne pouvait rentrer à l'intérieur, quoi. Donc c'était vraiment juste pour faire office d'entrée avec cette espèce de sensation de je peux rentrer à l'intérieur. Et après, on recoupait à l'intérieur de cette carrière qui a été réimaginée en grotte, quoi. Et ça n'a pas été trop long d'ailleurs je reviens sur la peinture, de nettoyer tout ça, parce que j'imagine qu'après il fallait tout Et effacer. figure-toi qu'on a eu énormément de chance là-dessus. En fait, initialement, il était prévu effectivement qu'on doive tout effacer, ce qui est normal, hein. On prend un décor et on le rend tel qu'il est avant qu'on arrive. Ça, c'est ce qui se passe normalement. Et c'est ce qui était prévu d'ailleurs. Et donc, on avait fait tout un tas de recherches sur du vernis pelliculable qui était censé être quelque chose qu'on devait apposer avant sur la paroi et qui a la particularité de permettre de pouvoir retirer ensuite. Ça crée une espèce de fine pellicule sur laquelle après on vient peindre et qu'à théoriquement on doit pouvoir retirer. La vérité, c'est que sur des surfaces aussi poreuses que celle-là, on aurait douillé notre mère à essayer de retirer tout ça. Ce qui là où on a eu de la chance, c'est qu'en fait, en amont du tournage, en amont surtout de la peinture de cette fresque, on est venu faire l'aménagement de la grotte, parce que comme je te disais, il y avait des tags, donc il a fallu les recouvrir avec de la chaux, etc. Et en fait, on a fait de la vidéoprojection de la fresque sur la paroi, et c'est ça qui a permis déjà de se rendre compte de ce que ça pourrait rendre, de faire des adaptations sur place, où je puisse dire, bah non, ça je le verrais plutôt à cet endroit-là, ou celui-là me plaît pas, machin, il faudrait le refaire comme ci, comme ça. Et en fait, quand on a fait cette projection-là de la paroi, qui était une projection théorique de ce que ça pourrait rendre, le propriétaire l'a vu, a trouvé ça chambé, et en fait, il a dit, bah laissez-le. Et donc finalement, encore aujourd'hui, dans sa grotte, il y a encore cette fresque qui a la particularité toujours de s'illuminer si on arrive avec de la lumière UV, puisque c'est de la peinture UV. Ok, bah nickel. Puis ouais, j'imagine que ça vous a fait Bah, gagner ça nous pas a mal de temps. économisé Ouais. pas mal de budget et Ouais. de temps, et du coup ça nous a permis d'acheter plus de peinture et donc de faire une fresque plus grande. Ok. Et bah Parce que comme c'est de la peinture spéciale, évidemment c'est ouais, pas la peinture bleu gouache qu'on trouve à Bricorama. Donc voilà, c'était un peu plus cher, quoi. j'imagine. Ok, bah je reviens aussi aux deux questions que j'aime beaucoup poser. Alors juste avant ça, je me permets de répondre un peu à ta place et tu me diras si je me trompe Mhm. à Verte mais aussi Bleu qui demandait si le fait que c'était un projet de fin d'études, est-ce que vous aviez des thématiques? Et si je me rappelle bien, parce que c'est quand même le troisième film de 3IS à passer, si je me rappelle bien, vous n'aviez pas de thématique, seulement un budget particulier à respecter et une certaine durée à ne pas dépasser. Mais c'est à peu près les seules contraintes Oui, véritablement que vous aviez, quoi.
Ouais, et elles sont même pas toutes aussi finales que ça. C'est-à-dire que par exemple, l'histoire de la durée, en fait, c'est plus nous qui nous la sommes imposée. On n'a Hmm. pas voulu dépasser les 15 minutes, parce qu'au-delà des 15 minutes, ça complexifie pas mal la vie d'un film en festival, ça le rend déjà un peu mastoc, et donc c'est difficile à programmer, plus de 15 minutes. Euh, et donc en fait, il est déjà arrivé que l'école fasse des films de 30 minutes ou de Hmm. 27. Enfin, il n'y a pas de limite à 15 minutes, ça c'est nous qui nous sommes imposés. Le tout, c'est que ce soit faisable. En fait, ce que l'école veut, c'est que ce soit faisable, que ce soit ambitieux à la hauteur de nos moyens et de nos envies, et pragmatiquement, si on veut vraiment être un rat des pâquerettes, que tous les étudiants puissent travailler sur un projet, qu'ils puissent avoir une note à la fin. Ouais. Si on veut vraiment être pragmatique, c'est leur objectif final. Et après, nos intervenants, eux, ont comme objectif quand même de nous faire le meilleur film, de nous faire faire le meilleur film possible. Donc, tout en nous protégeant aussi je dirais, des ambitions démesurées, Hmm. Je pour comprends. éviter de nous casser les dents sur un truc infaisable, quoi. Je comprends. Donc je pense qu'en plus, l'idée des contraintes, elle doit être aussi variable en fonction des porteurs de projets, des projets, peut-être des années, du contexte. Hmm. Évidemment qu'à partir dans la période Covid, certainement, ils n'étaient pas les mêmes. Donc voilà, je pense que ça varie. Ok. Alors, il y a 3N6 qui pose également une question, mais plus sur la métaphore que pourrait avoir ton film. Et c'est-à-dire, est-ce que pour l'entrée de la grotte, on peut y voir une sorte d'image d'entrée dans le ventre de la forêt, une sorte de cocon protecteur et une matrice Totalement. magique et fantasy de ces personnages? Totalement, mais j'en viens même à me demander si cette personne n'a pas lu un document quelque part ou quoi, je sais pas qui c'est, mais oui, ça, c'est totalement l'objectif, ouais. Ok. Le, C'était le peut-être principe. dans. Il me semble que tu avais fait une vidéo aussi pour présenter ton Ouais. projet, une sorte de making-of, non? Ouais, bah alors il y a deux choses. Effectivement, à l'époque où on a fait une campagne Ulule, Ouais. on a fait une vidéo de 2 minutes pour présenter ce qu'on voulait faire du film et tout, et pour pouvoir expliquer quel était le projet pour qu'on puisse lever des fonds. Et effectivement, ça me permet de le placer là, j'en profite, tu Hmm. me tends la perche. Il existe un making-of de 9 épisodes qui représente à peu près 2 heures de contenu total, qui permet de retracer en fait toute la production du film dans 9 capsules vidéo de 5 à 15 minutes en moyenne, qui montrent toutes les étapes de l'écriture du film jusqu'à sa projection finale, en passant par le montage, par le tournage, par le bruitage aussi, sur la folie artiste qui est intervenue sur le film. Donc vraiment, ceux qui aiment les making-of, je pense qu'ils seront assez ravis de le découvrir. Et donc ça, c'est sur ma chaîne Vimeo, il suffit de chercher le Ok. film et de tomber dessus. Bah écoute, il me semble que j'en avais vu un il y a quelques temps, parce que oui, anecdote, alors qui sort un peu de tout ça, mais anecdote qui te fera peut-être sourire, c'est que en fait ton film, j'ai même pas eu besoin de le voir, parce qu'en fait je l'avais déjà vu il y a 2 ans, parce que tu Ah l'avais oui. présenté à un festival en ligne, ou le genre de festival un petit peu arnaque, où c'est seulement avec les votes du public, mais en fait le public doit payer. Et, Ça me dit rien parce que justement, parce alors le film n'a pas eu un succès démesuré dans Ouais, le festival, mais il y a du eu coup, très en peu de fait, sélections. j'avais vu à ce festival-là parce que j'avais Ok, présenté mon film au même moment. Et du coup, j'avais regardé tous les autres films qui passaient, et il y avait le tien ok, dans et le lot c'était. également. Ok, parce que des films, des festivals en ligne, je crois que je n'en ai pas fait. Après c'était peut-être des festivals qui permettent de voir les films des autres Oui, inscrits ou quoi. c'était un festival, si je ne m'abuse. Alors, je sais plus exactement le nom, le nom exact, mais c'était un festival qu'on trouvait sur j'ai Film Freeway ou des trucs comme Mhm. ça, et t'avais ton inscription, et après c'était vote du public, il fallait aller sur un site particulier pour les voir. Et il me semble Ok. que c'est ici que j'avais vu ton Parce film. que pour le coup, je suis à peu près sûr de ne pas en avoir fait des comme ça, ce qui explique aussi le Ah, peu de sélection du film. mais d'accord, mais Après, il y c'est. a peut-être eu d'autres contextes, parce que c'est vrai que Ouais. on a fait une projection aussi à Paris avec d'autres films étudiants. Et après, ouais, je sais pas, peut-être, je sais pas comment. Ouais, je sais pas Mais comment, mais du coup j'avais déjà vu ton film, ok. et j'avais vu le making of aussi par la même occasion. Très bien, donc j'en arrive aux deux questions que j'aime beaucoup poser. La première étant, tu t'y attendais probablement, quelle est ta plus grande fierté, toi, au niveau de ce film, à titre personnel? Je pense que ça, c'est parce que c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur quand je fais un film. C'est vraiment d'arriver à plonger, j'espère, le spectateur dans une ambiance qui est particulière, celle du film, de l'accrocher en fait du début du film et de le relâcher seulement à la fin du générique.
Donc de créer cette sensation de rondeur et de plonger le spectateur dans un univers qui est propre à celui du film. Et ça, c'est quelque chose que je pense avoir plutôt réussi avec ce film qui a une ambiance assez particulière et que pour le coup j'ai pas vu ailleurs. Donc qui me permet, enfin qui encore aujourd'hui, malgré le fait que j'en vois évidemment tous les défauts, continue de me permettre de beaucoup l'apprécier et de continuer à avoir envie de le montrer. Ok. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu n'es pas fier par rapport à ton film ou quelque chose potentiellement que tu regrettes? C'est moins quelque chose que je regrette plutôt que quelque chose que j'aurais aimé faire. Quelques temps après le film est sorti Portrait de jeune fille en feu. Mhm. Et en fait, dans ce film, j'y ai vu tout ce que j'ai vu une chose que j'aurais vraiment voulu faire, et au point que c'était même écrit dans mes notes d'intention, que c'était écrit dans le mood board, mais ça m'est sorti en fait un peu de la tête au moment du tournage. C'était travailler les regards en fait. Et c'est vrai que dans le film, pour une histoire d'amour, je pense que je n'ai pas assez appuyé les regards en fait des personnages entre eux. Et on est toujours resté un peu. Alors, il y a quand même des gros plans, tu vois, mais on est quand même toujours resté relativement assez loin des yeux. Et c'est quelque chose que je regrette parce que je pense que ça aurait pu apporter beaucoup d'intensité sur une histoire comme celle-là. Donc voilà, le point d'amélioration, en tout cas, je pense que si je le refaisais, voilà, ce serait celui-là, quoi. Ce serait vraiment travailler sur ses regards et ne pas juste l'écrire, le faire. Très bien. Bah écoutez, si d'autres gens ont des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. De mon côté, j'arrive un petit peu au terme de ce que j'avais prévu de mon côté. Je vérifie quand même mes notes au cas où. Bah, Ah oui, j'en à la profite limite, juste. si, il y a une Ouais, question vas-y, sur dis-moi. laquelle j'aimerais bien revenir, c'est au niveau de tes costumes. Parce que Ouais. tes costumes ont quand même quelque chose d'assez atypique pour Mm. les deux adolescents. Et du coup, quelles sont tes inspirations par rapport à ça? Euh, Je sais pas s'il y a des inspirations très claires. Je pense que c'est plus un espèce d'imaginaire qui s'est composé justement de plein d'expériences de visionnage de films, qui est un peu un imaginaire hein, qui maintenant est un peu difficile à détricoter et à dire ça vient de là, ça vient de là. Je pense que ça vient pas mal de cette époque de cinéma américain avec justement Stand By Me, Secret de Terabithia, ce genre de choses qui sont assez éclectiques, mais ou même, voilà, je te citais tout à l'heure euh, Sa Majesté des Mouches ou ce genre Hmm. de choses. Ce qui me plaisait en fait dans ce projet de costume, c'était d'essayer de flouter un peu la temporalité du film, parce qu'au départ, quand on commence le film, on n'a pas d'indication si ça se passe à notre époque ou si ça se passe un peu dans le passé, ailleurs. On n'a pas trop d'informations là-dessus jusqu'à ce qu'on commence à voir une voiture, quoi. En fait, Hmm. théoriquement, le film, on dit pas trop. Ils ont des sacs en cuir, tu vois. C'est pas l'image qu'on se fait de jeunes de 13 ans contemporains, quoi. Pas du tout. Ou alors de jeunes. Parce que moi, je viens de milieu rural à la base, ou alors Hmm. à la limite de jeunes ruraux des années 2000 ou des années 90, quoi. Donc je pense que c'était ça, c'était chercher cette espèce de fantaisie, encore une fois, cet univers avec un peu ce côté un peu Pocahontas et John, il y avait un peu de ça aussi, tu vois, l'espèce de deux aventuriers, la mer Indienne et l'espèce d'explorateur, il y a un peu ce truc, il y a un peu ce look là, un peu dans les deux, et, euh, et cette petite fantaisie de l'enfance et ce flou temporel. Ok. Et je vois une dernière question de Troen Félicis qui demande si tu as un souvenir particulier de tournage que tu aimerais partager. Ouais, je peux. Bah, il y en a un qui est particulier, qui est d'ailleurs dans le making of. C'est un moment, c'était justement la soirée de tournage la plus compliquée parce qu'on avait déjà fait toute une après-midi de tournage et on devait changer de décor et retourner dans la forêt pour la deuxième fois, de nuit sous la pluie. Et donc c'était très compliqué, l'équipe était fatiguée et on savait qu'on avait encore 2 heures théoriques de tournage. Force est de constater que ça n'est pas été 2 heures, mais clairement un peu plus. Et qu'en plus ça a été assez compliqué. Et quand on est arrivé sur ce décor, évidemment, qui dit forêt, chemin de forêt et pluie, dit boue. Et donc en fait notre camion qui transportait tout le matériel, le plus lourd, s'est embourbé, bloquant la totalité de la colonne de véhicules qui devait passer et accéder au décor. Et en fait, à ce moment-là, si tu veux, je pense que moi je m'étais dit, mais c'est cuit en fait. C'est-à-dire qu'on est déjà tous morts. Et là, il y a ce truc-là qui vient nous arrêter. C'est un signe du destin. C'est un truc. On va jamais réussir à repartir. On va rentrer chez nous ce soir. On aura raté une séquence, quoi. Et en fait, toute l'équipe s'est motivée.
Et tout le monde est sorti, on s'est retrouvé, je sais pas combien, une quinzaine à pousser ce putain de camion dans la boue, sous les cris je crois du cadreur, ouais, qui faisait 1, 2, pousser, 1, 2, pousser. Donc on était 15 comme ça dans la boue à pousser ce camion, jusqu'à ce que finalement il arrive à sortir de la boue et qu'on soit recouvert de boue à peu près tous. Et en fait, ça a créé tellement d'énergie et tellement d'adrénaline chez tout le monde que le tournage était reparti, on a tourné la séquence. Et clairement, on a eu plus d'énergie que si ce truc-là n'était pas arrivé. Ce qui est quand même assez, voilà, ce qui est un peu contradictoire. Et je pense que ça témoigne pas mal de l'investissement de l'équipe parce que ouais, on l'a soulevé, il y avait des contraintes quand même énormes pour réaliser ce film. Et c'est clair que sans l'investissement total des 40 personnes à peu près qui ont bossé sur le film, il aurait jamais pu avoir lieu, quoi. Ok. Bah écoute, effectivement, c'est une anecdote loin d'être banale quand même, parce que faut le faire. Et puis en tout cas, bien joué d'avoir réussi à sortir le camion quand même rapidement, parce que mine de rien, Ouais, des fois ça peut durer, voilà, fois ça peut durer quand même 2-3 heures. Puis j'imagine que les frais de dépanneuse auraient un peu embêté. Ouais. Gênant. Ouais. Non mais d'autant qu'en plus, à chaque fois qu'on a tourné dans la forêt, on n'a quasiment jamais tourné aux endroits qui étaient prévus de tourner, précisément parce qu'à chaque fois il y a eu des éléments imprévus qui nous ont foutus dans la merde. Et ce soir-là en particulier, le chemin dans lequel on devait tourner avait été saccagé par des tracteurs, c'est-à-dire qu'il y avait des tranchées de roues de tracteurs d'1 mètre de haut, enfin d'1 mètre de profond en fait, dans le chemin où on devait tourner. On a dû tourner dans un autre chemin, précisément à cause de ça. T'imagines la vue de désolation en arrivant sur place, cette espèce de gouffre sur 50 mètres, un trou d'1 mètre. C'était la tranchée, c'était 14-18 reconstitué, quoi. Sympa. 14-18 des ratons laveurs qui sont chacun de leur côté. Mais Ok. juste avant, je me Ouais, permets juste de vas-y. signaler qu'il existe un DVD Ok. du film, voilà, qui est disponible sur mon site, donc dans lequel il y a le making of, également un avant-projet de travail qui a été fait en amont, justement sur la recherche de l'univers du film. Et également mon précédent court-métrage, et que le film est disponible voilà, dans une belle édition pour ceux qui aiment les formats physiques comme moi, les éditions physiques, et je pense que ça peut vous chauffer. J'ai remis là sur le lien tout de suite et ce sera encore une fois, je le répète dans la description de la rediffusion. Mais là j'ai mis sur le chat directement tous tes liens avec ton site, ton Vimeo et ton Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si jamais. Et d'ailleurs, je te pose la question, parce que je vends la rediffusion depuis tout à l'heure, mais j'ai d'abord besoin de ton accord. Est-ce que tu acceptes que cet entretien soit rediffusé ? Bah bien sûr. Eh ben écoute, ce sera fait avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir été là ce soir. Et merci pour la bonne humeur aussi qui a accompagné tout ça. Et puis, écoute, n'hésite pas à repasser si tu refais un film prochainement. Écoute, ce serait avec grand plaisir. Et si tu connais des gens qui ont des films à présenter, n'hésite pas également à partager la chose et à leur dire de venir participer à ces soirées. Je suis tombé dessus en voyant Camille Céliarek qui a projeté son film, donc ça fait une espèce d'effet boule de neige. Ouais, bah écoute, j'espère que ça continuera et que ça va attirer des gens pour regarder et pour diffuser. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir, et puis j'espère à bientôt. Bah ouais. Puis merci à tous ceux qui ont regardé, qui ont suivi. Et écoute, bonne soirée à toi et j'espère à la prochaine. Salut. Yes. Ciao. Et voilà, ceci conclut cette deuxième partie discussion. Et ceci conclut surtout cette soirée. Merci d'avoir participé à cette 12e édition des cours du soir. Si jamais vous regardez en rediffusion, n'hésitez pas à mettre un commentaire, non pas pour me faire des vues ou quoi que ce soit, mais juste pour me dire un petit peu ce que vous pensez du format et est-ce que le format rediffusion fonctionne également. En tout cas, merci à tous et toutes d'avoir été là. Merci pour le film et toutes les informations, et merci Axel pour cette soirée très qualitative, avec grand plaisir, verte mais aussi bleue. C'est avec plaisir, surtout si ça vous plaît à vous aussi. Sur ce, je vais arrêter la rediffusion. Merci à tous de l'avoir suivi. Des bisous, soyez forts, braves, beaux, et à la prochaine. Salut.